dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 177, 177, nous sommes à la fête. Et nous sommes à la fête parce que nous faisons en duo cette suggestion. Avec qui? Avec une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié et surtout beaucoup d'estime aussi. Pas seulement de l'amitié, une amitié alimentée à l'estime. Alessandro Zupardo, chef des chœurs de l'Opéra National du Rhin. Bienvenue, cher Alessandro. Merci, Fabien. Voilà. Bonjour. Et c'est avec Alessandro que nous développons les trésors du cinéma italien et je lui en suis très reconnaissant. Et nous avons aujourd'hui décidé de parler ensemble avec Alessandro d'un film qui est à l'affiche du cycle que moi je trouve très intéressant, que nous organisons et qui s'appelle Les Cons au cinéma. Et dans Les Cons au cinéma, il y a Les Monstres de Dino Risi. Le film date de 1963. C'est une silhouette de film qui correspond à un genre qui est moins utilisé aujourd'hui, qu'il était beaucoup plus au début des années 60 en Italie, c'était une grande mode. C'est le film à sketch. Et je vais tout de suite demander à mon ami Alessandro de bien vouloir commencer à en parler. À toi. Bien, ok. Oui, c'est un film à sketch, comme tu as dit. Et c'était peut-être le premier parce qu'il n'y avait pas des exemples sur cette façon de présenter. Même oui, c'est des sketchs, mais parfois il y a comme des images. Il y a quelques sketchs qui durent 1 minute, 2 minutes. Il mostro, ça veut dire le monstre, qui après, je ne sais pas s'il donne le titre au film. Et c'est un film assez gênant pour l'époque, parce que c'est une description de mon pays avec tous les... On ne peut pas attendre pire que ça. Il y a la description d'une société mauvaise, il y a de la corruption, on parle d'une certaine médiocrité de la société. Tu dis ça en regardant, merci. non, c'est pas fait exprès. Et alors, je dois avouer que quand je l'ai revu récemment pour en parler, je ne me sentais pas trop bien. Mais pourtant, je reconnais qu'il a bien touché les nerfs, comme on dit en italien, parce qu'ils sont des comportements d'une société que peut-être, je ne sais pas, peut-être oui, dans les booms économiques après la guerre, se sentait un peu confuse, je ne sais pas, et avait besoin de rire sous des aspects de l'être humain et de la société qui étaient assez embarrassants. Déjà, le premier sketch qui nous fait voir un père avec son fils et une espèce d'éducation, c'est Tognazzi avec son vrai fils après, dans le sketch. Il veut lui donner une éducation, mais qui se base sur des concepts pas vraiment sociaux. Il fait lui comprendre que c'est presque lessive de tromper les autres. Il va au café, il mange soit 6 brioches, il va payer 2 seulement, alors que l'enfant dit « Mais papa, on a mangé 6. » Oui, mais il faut pas, les gens se profitent de nous, il ne faut pas avoir confiance dans les gens, il faut toujours se défendre. Et quand le fils revient de l'école avec l'œil noir, il dit « Oui, il faut combattre, tu dois être le premier qui frappe, comme ça tu te sauves. » Ça, c'est pour faire un exemple. Il y a des choses même plus terribles, toujours avec Tognazzi, et au cinéma, il y a sur l'écran une fusillation des nazis, fusillade des nazis, c'est une scène très dramatique sur un mur,
Et le spectateur au cinéma dit à sa femme, tu vois, c'est comme ça que je veux le mieux pour ma vie. Ça, c'est, je pense, une de plus touchants et bouleversants. Mais oui, les 20 sketchs qui composent ce film-là sont à voir, à réfléchir, nous donnent sans doute la manière de réfléchir sur les choses. Il y a aussi une critique des mœurs sociaux, ça veut dire on présente des hommes mariés qui trompent les femmes. Et il y a un monsieur qui achète une auto en payant les cambiali, je ne sais pas comment dire en français, en payant mois par mois. Et finalement, il réussit à avoir cette automobile. Et dedans, il y a la photo de la femme et des enfants et qui dit « pense à nous quand tu conduis », mais il va enlever tout de suite ça de la voiture nouvelle pour aller visiter des prostituées. Et alors ça fait voir un peu, oui, cette mesquinité, on dit, cette mesquinerie, cette hypocrisie que... Il faut dire, a mis ses racines déjà à l'époque, après, à mon avis, a eu aussi un développement avec tout le gouvernement Berlusconi, et cette idée d'être le premier, d'être le plus malin, d'essayer de tromper les autres pour réussir. C'est triste, en même temps, oui, c'est un riz un peu amer finalement, c'est de l'humour noir, mais qui s'y provoque et s'y choque, nous fait réfléchir sur des choses qu'il faut peut-être réviser pour ne pas aller dans une direction monstrueuse. Dans cette sketch du monstre, je ne sais pas si vous avez vu le film, on commence avec un titre sur le journal, et il y a un monstre qui a tué 5 enfants, ses propres enfants, et il y a les 2 carabiniers qui viennent pour l'arrêter. Et il y a tous les photographes qui photographent le monstre, les 2 carabiniers, et ils se mettent dans la pose pour avoir la photo. Mais les 2 carabiniers ont des défauts physiques, hein, les yeux croisés. Si, et l'autre, il est sans un dent. Et à ce point-là, on se demande qui est le vrai monstre, parce que le monstre, c'est le monsieur qui a tué les enfants. Les monstres sont les carabiniers vaniteux. Et les monstres sont les journalistes qui doivent absolument. Et peut-être les monstres, c'est nous aussi, parce qu'en regardant ces carabiniers qui ont des défauts, on a automatiquement l'idée de dire « Ah, ils sont 2 monstres ». C'est génial d'un côté, intéressant, mais comme je suis cinéphile et j'essaie d'analyser, mais c'est plutôt Farouk qui peut parler un peu plus en général, et après peut-être je parlerai un peu des Trovaioli qui a fait la musique comme musicien. Super, merci beaucoup cher Alessandro, je suis à peu près entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. J'apporterai un petit bémol, puisque tu es un homme de musique. Oui. Je crois que, plutôt que gênant, il faudrait dire c'est un film qui est délibérément dérangeant. C'est le parti pris du film, parce que en parlant de ces monstres qui sont des cons, hein, très méchants ou grotesques et ridicules, selon les sketchs, eh bien, il nous renvoie, Dino Risi, le miroir de nos propres caractéristiques ou des tentations dans lesquelles on peut tomber. Alors, je trouve qu'il y a 2 choses. C'est un film de dénonciation, bien sûr. Il dénonce tous les travers et les médiocrités dont l'être humain est capable. Et en plus, il y apporte, avec une malice formidable, les saveurs spécifiques à l'Italie. Donc toi, je comprends qu'en tant qu'Italien, tu puisses être dérangé, mais en même temps, tu devrais être fier, parce que c'est un Italien qui dénonce cela, sans cacher que c'est des saveurs italiennes qui composent tous ces travers.
Et en même temps, évidemment, ce film a ainsi une dimension d'anticipation, de visionnaire, en quelque sorte. Comme tu l'as dit très justement, eh bien, il n'est pas étonnant qu'après, il y ait des gens comme Berlusconi ou Bossi, je crois qu'il s'appelle, Oui. le leader d'extrême droite, qui puissent être venus au pouvoir, parce que en Italie, mais le film nous rappelle que la même chose est possible ailleurs, et ça c'est aux cinéastes d'ailleurs de faire le même travail de critique, de balayer devant sa propre porte. Eh bien, en définitive, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et le pire, eh bien, il m'appartient, dit Dino Risi, de vous montrer en quoi il peut consister et quels en sont les ingrédients. Et de ce point de vue-là, tu as noté très justement que le sketch d'ouverture est un sketch qui est extraordinaire. Un père justifie toutes les tricheries dont son fils est le témoin et qu'il conseille à son fils de faire pareil, au nom d'une argumentation qui est la suivante. De toute façon, les autres essayent de me rouler dans la farine, donc, par anticipation, c'est moi qui vais les rouler. Et dans la politique, dans l'histoire, combien de fois il y a eu des guerres ou des agressions ou des actions très vilaines qui essayaient de se justifier grotesquement en disant de toute façon il allait m'agresser, donc c'est moi qui l'agresse d'abord. Et c'est un vieux schéma que les fascistes ont utilisé avec Mussolini, que les nazis ont utilisé avec Hitler aussi, qui consiste à se présenter comme une victime potentielle, donc réelle, et ce qui justifie les agressions vis-à-vis des autres. Donc je suis coupable de rien du tout, puisque c'est moi qui allais être la victime. Oui. Sauf que c'est un sophisme et une démagogie absolument odieuse, Oui. qui consiste à dire alors il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Et on voit dans ce premier sketch initial toutes les canailleries dont l'être humain à titre personnel d'une part et à titre collectif d'autre part est capable. Et évidemment, il y a à partir de là une galerie de portraits qui sont formidables. Le paysan qui essaye d'être rusé, celui qui retrouve le journal intime de sa sœur Oui. et qui, sous prétexte de rendre hommage à la mémoire de sa sœur, qui a une vie un peu délurée, sa sœur, et donc qui a noté les contacts physiques qu'elle a eus avec toute une série d'hommes connus, c'est ce que suggère ce sketch, va aller négocier cela auprès d'une rédaction chef en disant bon, plutôt que de donner à un autre journal, je préfère vous le proposer à vous, mais c'est pour défendre la mémoire de ma sœur, et que derrière ça, en réalité, c'est simplement de façon très cynique et très abjecte, Arriviste et intéressé, vendre ce journal au meilleur prix possible. Il y a aussi le sketch avec l'avocat, formidable Vittorio Gassman, qui, pour défendre son client, mis en danger par la déclaration d'un témoin, joué par Lugo Tognazzi, eh bien, utilise un procédé vieux comme le monde, qui est une illustration du fameux proverbe chinois, quand le sage monte la lune, les imbéciles regardent le doigt. Il dit, ce témoin, on va essayer de voir quelle est sa moralité douteuse. Et il brouille l'affaire, obtenant la libération de son client, parce qu'il est arrivé à démontrer que ce témoin était en train de tromper sa femme. Et donc le témoin, évidemment, il est dans la situation de l'arroseur arrosé, et évidemment c'est une méthode qui ne donne envie à personne d'être témoin, parce qu'il y a des avocats qui utilisent cette technique-là. Bref, il y a toute une série de portraits. Moi, je voudrais juste dire, avant de te redonner la parole, faire mention à la grande tendresse du sketch final. Un boxeur qui est devenu débile mental, à force de recevoir des coups, eh bien, il travaille avec sa femme sur un petit restaurant au bord de plage.
Et celui qui était son manager essaye encore vient le voir pour essayer de l'engager dans un combat qui, au manager, lui ferait gagner de l'argent et dont il est évident que le boxeur rendu débile serait le vaincu. Eh bien, il essaye de le faire retravailler et puis se rendant compte, et en étant en même temps touché du côté irréversiblement débile de ce garçon, ce boxeur qui a reçu autant de coups, eh bien, finit par jouer au cerf-volant avec lui sur la plage. Et comme si Dino Risi nous proposait une fenêtre destinée à atténuer la cruauté de son propos, de la cruauté joviale, dirais-je, de son propos, en disant oui, mais après tout, certes, ce sont des êtres humains qui ont un caractère touchant et sensible. Bien sûr, ils sont capables du pire, mais ils ne sont pas réduits à être le pire de la Ligue de l'humanité. C'est une petite fenêtre d'azur et d'espérance dans ce tableau très coloré, mais en même temps très sombre du point de vue éthique, si l'on veut, et qui montre que Dino Risi était un visionnaire. En 1963, ce film présente le plus large éventail de toutes les conneries, avec des conséquences tragiques, dont la condition humaine, dont les paysages humains sont porteurs. Et ça, c'est un film vraiment. Donc, c'est un film dérangeant, mais à voir tout à fait septante et à revoir, évidemment, à l'Odyssée, pardon, jusqu'au 13 juillet. Tu voulais rajouter quelque chose sur le film? Oui, je pensais, pendant que tu parlais, je pensais aussi au film, des épisodes. Bien sûr, je suis fier et je suis d'accord qu'il était visionnaire. Et dans cette année, moi j'avais 4 ans, mais dans cette année-là, c'était important aussi de montrer au public, de toucher les nerfs, comme je dis. Alors, bien sûr, je suis fier qu'il a fait ça. Et on sait qu'après 14 ans, c'est sorti le nouveau monstre. Et moi, je crois, même si dans les nouveaux monstres, il y a plus des éléments nouveaux comme le terrorisme, la mafia ou la religion qui étaient à peine touchés dans les monstres, la mafia pas du tout. Mais je trouve que le film du 1963 a beaucoup plus d'impact. Je me souviens, à propos de tromper les autres, de trahir, il y a un épisode qui s'appelle Comme un père, où il y a un mari qui suspecte la trahison de sa femme, qui va chez son meilleur ami pour lui dire s'il te plaît, parle avec elle, elle te considère comme un père, et à la fin du sketch, on va découvrir que c'est l'ami qui a trahi même l'amitié avec ce garçon-là. Ou bien l'épisode de la pornodiva, c'est 2 parents qui vendent sa propre fille pour 4 millions de lire, et en se mettant d'accord pour lui faire un film pornographique, et même les dialogues sont surréels quand il parle, mais c'est pas du sexe avec une vraie personne, c'est avec une singe. Et alors les parents trouvent un compromis horrible pour vendre la fille. C'est une chose que j'ai notée, c'est que dans ce film, on montre que la malignité, c'est pas pour une classe sociale, ça touche toutes les classes sociales, parce qu'il y a aussi le pauvre Gassman qui a pas l'argent à acheter qu'un demi-litre de lait pour son enfant qui est malade. Et après, avec l'argent, il va au stadium voir le match de football en criant. Quelqu'un qui semble qu'il n'a pas de moyens pour aider sa famille, alors que pour soi, un égoïsme dans ce sketch-là, c'est l'égoïsme. Ok.
C'est... Si tu permets, ça c'est très très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que Dino Risi dans ce film, et beaucoup de cinéastes italiens qui seront les artisans, les architectes de ce qu'on appelait la comédie italienne, eh bien, et qui sont plutôt progressistes, de gauche, ce pas des gens Oui. réactionnaires, eh bien, ils ont su éviter le piège du manichéisme. C'est-à-dire que dans les classes riches, il y a beaucoup de comportements très critiquables, mais ce n'est pas une raison pour les diaboliser eux plus que les autres, parce que du côté des pauvres, des exploités, des opprimés, il y a aussi, certes peut-être c'est pour parer au plus pressé, mais il y a aussi une tendance tout aussi grande à se comporter mal, et ça c'est vraiment la grande force et la grande dignité de la comédie italienne telle que le cinéma italien nous l'a proposé. Et Dino Risi a joué un rôle. Il faut dire qu'il a écrit le scénario avec des gens comme Agé et Scapelli, et aussi Ettore Scola, Oui. qui lui participera au Nouveau Monstre comme co-réalisateur avec Monicelli et Dino Risi aussi. Oui, je crois que Scola a fait la moitié des Nouveaux Monstres. Et donc, et que l'on retrouvera dans les films extraordinaires de Ettore Scola, bien sûr. Donc, cette absence de manichéisme, c'est quelque chose de très important. Tu voulais parler de la musique? Oui, je voulais parler de Trovaioli parce que Trovaioli c'était comment dire, un idole de la musique italienne. Il était un pianiste jazz, il s'occupait du jazz, il a écrit beaucoup de bandes sonores pour des films. Et dans ce film-là, il a écrit des petits morceaux, mais il a choisi aussi des chansons de l'époque, comme Serge Endrigo, Edoardo Vianello, des chanteurs de l'époque, qui a bien adapté au sketch. Maintenant, je pense au sketch Abbronzatissima, où il y a une chanson qui s'appelle Abbronzatissima. C'est ce sketch où il y a deux hommes avec une femme qui vont sur la plage avec la femme. Au début, on pense que c'est une relation à trois, un ménage à trois, on ne sait pas. En réalité, la femme, c'est l'excuse pour aller à la plage, et quand la femme s'éloigne d'être ensemble, parce que comment dire, la femme c'est le symbole accepté de la société, mais il faut le faire cacher, en se cachant. Et lui a mis cette chanson qui était très célèbre, Abbronzatissima, bien bronzée, pour souligner cette chose-là. Mais lui était un personnage, un des plus grands personnages dans la musique et dans le jazz italien. Il a même joué avec Chet Baker, Louis Armstrong, Duke Ellington. C'était vraiment un monstre. Et après, j'ai regardé dans ce jour-là tout ce qu'il a produit. Il a produit milliers de morceaux musicaux, et il a fait aussi deux musicals, comme on dit, comédie musicale très célèbre en Italie. Et oui, ça donne aussi une profondeur, une épaisseur à la qualité du film. Qu'est-ce que je peux dire plus? Ça me vient toutes les images. Et il y avait aussi quelque chose qui était terrible, un autre sketch terrible. Pour le moment, j'ai un trou. Et en attendant que ça te revienne, je veux aussi dire qu'il y a quand même des griffes aussi qui sont faites non pas à la religion, mais au monde ecclésiastique. C'est-à-dire, l'onorevole. C'est ce prêtre qui se fait maquiller juste avant d'aller à la télévision. À parler de Saint-François. Et voilà, il dit là, il faut peut-être un peu là. Et donc, il pratique le péché de coquetterie en quelque sorte, alors qu'il est là pour soi-disant incarner la parole sans travers, sans maquillage de la vérité religieuse. Et de Saint-François, la pauvreté. Et donc, c'est comment une chose le film montre comment une chose peut engendrer son contraire. C'est un film très dialectique de ce point de vue-là. Ça t'est revenu ce que tu voulais dire? Non, pas encore. Alors, donc, c'est en tout cas un film à voir, à revoir. Oui. C'est un moment de bonheur, parce qu'en même temps, non seulement ça fait rire, mais ça fait réfléchir. Et donc, c'est du rire intelligent.
Où ça? À l'Odyssée, jusqu'au 13 juillet. Et je laisse à mon ami Alessandro le soin de dire le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est revenu, c'était venu. Alors, la critique sociale, ok, mais il y a aussi un beau sketch sur la télévision. À l'époque là, c'était l'instrument diabolique dans tous les, qui commençait à entrer dans toutes les maisons. Et il y a un sketch où le mari qui est hypnotisé par cette boîte horrible. Il y a des pinces lunettes. Il y a ces lunettes qui sont comme des aquariums un peu, où les yeux vraiment flottent dans le rien, et qui est trompé par sa femme, qui a toute la possibilité d'accueillir son amant pendant qu'il regarde le programme. Et à la fin, il éteint la télé, il va dans la chambre à coucher et dit à sa femme: tu ne sais pas ce que tu as perdu. Bien sûr, ce sont des rires amers, mais oui, c'était une critique féroce et c'est pour ça que je suis fier. Moi, je suis toujours du côté provocation. Même dans les théâtres où je travaille, parfois on fait des mises en scène qui provoquent. Et moi, je crois que c'est vraiment le task, le devoir du théâtre de laisser nous partir en pensant quelque chose. C'est pas les théâtres, c'est pas et le cinéma, c'est pas un moment où l'art, c'est pas un moment où tu rentres à la maison tranquille parce que tu as vu des choses jolies. C'est un moment où tu dois dire: ah, il y a quelque chose à réfléchir, il y a quelque chose qui peut-être ça va pas et on peut améliorer. C'est toujours il faut grandir avec les formes d'art. Ça c'est le mot final si on veut, mais venez voir le film ou les deux films si sont programmés. On va parler des nouveaux monstres dans une prochaine suggestion. Ah, ok. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Oui, tu as raison de dire que la création doit être toujours impertinente et rebelle. Voilà. Et dérangeante. Oui. Voilà. Cher Alessandro, merci beaucoup. Cher Fallon, venez voir merci. le film. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.